Donc on va accueillir Frédéric Bonnet-Brio, professeur Bonnet-Brio, qui est responsable du centre d'excellence de Tours, qui s'appelle Exact. Non, oui, Exact. Voilà, c'est Exact. Et bien sûr, Nadia Chaban. Donc c'est Frédéric qui va présenter Nadia Chaban, professeur Nadia Chaban de Lausanne, qui est quelqu'un aussi de très important pour nous, pour tout un tas de raisons, mais malheureusement, je ne peux pas développer, parce qu'on a beaucoup de retard. Il y avait un accident, c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes sont arrivées en retard. On ne leur en veut pas, parce que nous aussi, on avait du retard. Mais on va rattraper tout ça. Je leur laisse tout de suite la parole. Merci Sandrine, merci beaucoup. Alors justement, on va aller très vite en effet. Moi, quand même, juste très rapidement vous dire, je suis très reconnaissante à Sandrine et à toute son équipe d'avoir organisé ce congrès. Ravie de vous voir aussi nombreux. Ça fait très plaisir de se retrouver. Merci Sandrine pour cet accueil très, très chaleureux, très beau programme qui commence tout de suite justement donc avec Nadia Chaban, donc qui est professeure de pédopsychiatrie, une éminente collègue, vous savez, très grande spécialiste justement de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, qui coordonne maintenant le centre aussi spécialisé à Lausanne. Je fais très court, on a dit, hein, Nadia, hein, parce que justement, on a surtout envie de t'entendre. Merci beaucoup, Nadia. Merci, Frédéric. Alors, tout d'abord, je suis vraiment très heureuse et très honorée de partager cette journée avec vous. Un grand, grand merci à tous les organisateurs, au GNCRA, et puis vraiment une pensée émue vers le CRA Rhône-Alpes et Sandrine Saunier qui met une telle énergie, une telle bonne humeur à l'organisation et qui a tellement envie que les choses se fassent. Bravo pour tout cela. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de parler effectivement d'un problème, je dirais, au cœur de tous les intérêts nationaux et internationaux, de l'interaction précoce. Cette interaction précoce, depuis une quinzaine d'années, elle est presque un peu plus maintenant, une vingtaine d'années, tout le monde y travaille, tout le monde y réfléchit, tout le monde élabore des modèles, mais reste encore cette confrontation de ces modèles à l'implémentation sur les territoires avec des réalités qui peuvent être des réalités financières, géographiques, etc., et qui ouvrent le champ de la recherche, qui ouvrent des défis pour inventer des modèles qui soient accessibles aux familles et aux enfants. Voilà, je teste les joies du prompteur. Voilà. Toutes les recommandations nationales, internationales, européennes et nord-américaines font un focus sur le fait qu'il faut vraiment accéder au diagnostic le plus précocement possible pour traiter le plus précocement possible. Et aujourd'hui, ce qui semble être reconnu par l'ensemble des équipes, c'est d'aller plus précisément vers une approche développementale et comportementale, même si les toutes premières études reposaient essentiellement sur les sciences du comportement. Vous l'avez entendu déjà à plusieurs reprises, les familles, les parents doivent être au cœur du système. Et c'est toute la démarche qui a été faite, je dirais, sur ces toutes dernières années, d'envisager cette notion de réel partenariat avec les parents. Cibler plus particulièrement des cibles atteignables par, je dirais, l'ensemble des modèles est aussi un challenge pour ne pas se perdre dans des modèles trop complexes, impossibles à mettre en place, et puis tenir compte, point essentiel, de toutes les problématiques accompagnant le TSA et notamment toutes les problématiques somatiques qui peuvent interférer avec la mise en place ou avec la réponse à ces modèles. Il y a un très bel article que vous connaissez probablement tous qui a fait un point justement sur ces nouvelles approches qu'on appellerait des modèles développementaux et comportementaux en situation naturelle. L'idée aujourd'hui, c'est de cibler l'interface entre l'approche comportementale et l'approche développementale. Alors l'approche comportementale sert de substratum, de base, avec toujours cette notion de théorie des apprentissages qui vont mener à des techniques d'enseignement très cadrées, très structurées, avec un recueil de données continuelles qui permet d'avoir une donnée sur l'évolution de l'enfant au cours du temps, et puis un modèle qui travaille sur l'incitation de l'enfant à accéder à l'apprentissage en
traitant le biais de la motivation par des renforçateurs. En ce qui concerne l'approche développementale, on s'en réfère plus spécifiquement au développement normatif de l'enfant avec un processus ou un parcours normal, et on cible plus spécifiquement les bases du développement, que sont les prérequis à la communication, l'attention conjointe, etc. Là, dans ce modèle, l'enfant va être, je dirais, l'acteur principal, le moteur qui va amener le professionnel ou le parent à s'ajuster, à proposer, à enrichir un environnement d'apprentissage, et ce, dans une modalité émotionnelle positive. L'approche développementale, c'est le jeu, c'est le plaisir partagé, c'est une sorte, si on fait une analogie avec l'analyse appliquée du comportement, une sorte de pairing, mais un pairing où on apprend et où on apprend dans le plaisir, avec en tout premier lieu l'interaction et le partage social. Donc voilà un petit peu les fondamentaux de ces nouvelles approches développementales et comportementales, avec, vous le verrez, quand même des référentiels à d'autres approches que l'on a connues, et notamment même l'approche Teach, avec l'aménagement de l'environnement, où on va essayer d'éviter des distracteurs trop importants pour l'enfant. L'approche comportementale, on l'a dit, c'est comme si on mettait en place un modèle où on prenait le côté positif de l'ensemble de ce qui a été déjà testé et évalué dans l'accompagnement du TSA. Donc depuis 2010 à peu près, sont apparus toute une série de modèles qui reposent sur la double approche développementale et comportementale, avec des modèles qui ont été, je dirais, mis en avant de façon où la lumière, je dirais, a éclairé les équipes qui ont modélisé ces approches, notamment l'Early Start Denver Model, mais aussi avant lui le PRT, et puis des modèles plus originaux qui vont mettre le focus là sur justement le parent et le parent acteur, coaché par des professionnels, mais qui va, lui, être le médiateur direct des apprentissages auprès de l'enfant. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être garder un petit peu un fil historique et puis repartir sur des modèles qui ont été le plus testés, le plus validés sur des petits groupes, puis ensuite sur des échantillons plus importants, en multisites, pour essayer de voir l'évolution du cours de la pensée et des stratégies au cours de ces 15 dernières années. Je voudrais vous emmener sur une réflexion peut-être à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a su? Qu'est-ce qu'on a appris? Quelles sont les limites de ce qu'on a appris? Et vers où faut-il qu'on aille aujourd'hui? Alors, l'Early Start Denver Model, je vais aller très vite. C'est un modèle qui va intéresser des très jeunes enfants, en moyenne pris en charge pendant 20-25 heures par semaine, en 1 pour 1, avec toutes les caractéristiques de l'interface dont on a parlé tout à l'heure, une modalité très structurée, un recueil des données et l'approche développementale avec l'enfant au cœur de tout le système et moteur pour les apprentissages. On a donc mesuré avec cette approche sur des petits groupes au démarrage une amélioration globale au niveau des fonctions développementales, au niveau de l'autonomie de l'enfant, et puis ensuite une réplication s'est faite quelques années plus tard qui tente à montrer une amélioration du fonctionnement cognitif, mais aussi une amélioration de la communication. Et enfin, des études plus récentes faites en multisites confirment ces résultats, cette amélioration. C'est l'étude de Fuller et l'autre qui est celle de Rogers. Aujourd'hui, en faisant des méta-analyses sur 12 sites, on arrive quand même à avoir un petit regard sur des groupes de 640 enfants, ce qui pour nous en France paraît démesuré, objectif difficile à atteindre. Alors en Suisse, vous imaginez sur un plus petit territoire, et ce qui souligne l'importance, j'ai bien entendu ce qui a été dit tout à l'heure, vraiment au niveau scientifique, d'être dans le partage, de mettre ensemble, de réfléchir à des méthodologies partagées
pour pouvoir valider des nouveaux modèles auxquels on penserait. Deuxième approche, tout aussi importante, c'est l'implication des parents. Alors, sur cette implication parentale, deux autoroutes qui souvent n'en font qu'une parce qu'il faut convenir d'associer les deux. Cette taxonomie, cette approche des parents a été décrite par Karen Beers dès 2015, qui proposait donc une première approche avec un support d'information aux parents, où le parent peut mieux comprendre ce qui se passe pour son enfant, mieux s'ajuster par cette compréhension et aider l'enfant à avoir de meilleures interactions ou favoriser un climat d'interaction. Donc l'enfant ici n'est pas le bénéficiaire direct de l'intervention, mais on est plutôt sur un modèle de psychoéducation. L'autre approche, le parent là est beaucoup plus proactif, c'est en sorte notre partenaire professionnel parental qui va apprendre à aborder les stratégies que l'on partage avec lui, qui va appliquer ces stratégies en fonction de ses besoins, soit sur les symptômes spécifiques du TSA, soit, et c'est très important parce que ça peut être facteur de beaucoup de problèmes au sein de la famille, être très délétère dans l'évolution de l'enfant, sur des problématiques qui peuvent intéresser le sommeil, la douleur, l'alimentation, etc. Et là, plusieurs approches sont ici proposées également. Et en fait, c'est la réunion et des modèles structurés avec des professionnels et ces approches impliquant les parents qui semblent donner les meilleures efficacités. Alors, ces modèles un peu plus structurés mettant le parent en avant, modèle dérivé du Denver modèle sur ce qu'on appelle le PESDM, où ce qui a été validé, testé, montre une diminution du stress des parents, mais aussi une majoration de la compétence parentale. Alors, ça n'a pas été vu immédiatement sur le testing de ces premières études, mais ça a été répliqué ensuite. Ce qui est important aussi, c'est l'influence de l'environnement, le cadre environnemental dans lequel va évoluer cette famille et cet enfant. Et ce qui a été très joliment montré dans cette étude de l'équipe du Mind Institute, c'est que, je dirais, plus les difficultés sont là, plus les événements négatifs sont là, plus ce sentiment de compétence parentale va être altéré et plus la notion de stress va augmenter. Ce qui vraiment oriente le fait de s'occuper non seulement d'une famille, mais de voir cette famille dans l'environnement dans lequel elle évolue. Autre modèle, et vous comprendrez que je ne vais pas l'aborder, mais peut-être le citer très très rapidement, parce que son éminent créateur va s'exprimer juste après moi, c'est le modèle du pacte. Alors, le pacte a une originalité toute première, c'est que, encore une fois, le parent est acteur, le parent joue à la maison avec son enfant et on lui transmet, je dirais, les capacités à développer un contexte d'interaction propice au développement du langage et du contact social. Et ce, au travers de séquences de jeux de 10 minutes qui vont être filmées et ensuite analysées entre le parent et le professionnel. Et ce qui est tout particulièrement très très joli dans ce modèle, c'est que ce qui est mis en avant, je dirais, ce sont les côtés positifs mis en œuvre par le parent, toujours pour l'amener dans une stratégie positive de compétences et augmenter justement ses compétences. Donc je passe assez rapidement, mais je voudrais me poser peut-être sur une étude assez récente qui va, je dirais, sous-tendre un peu notre propos. On a étudié récemment, l'équipe, toujours le Mind Institute, a étudié sur un petit sous-groupe, 10 enfants TSA qui ont suivi tout un programme ESDM, qui ont été revus 2 ans après ce programme et qui ont été comparés à 10 enfants qui n'ont pas bénéficié de cette approche.
Ces enfants, ils sont évalués cliniquement, mais il va y avoir des épreuves en électrophysiologie, c'est-à-dire un marqueur de validité biologique. Et ce que l'on a pu voir, c'est qu'on a une modification dans le groupe des enfants traités d'un marqueur qu'on appelle l'atténuation du rythme mu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette atténuation du rythme mu? C'est une modification du profil électrophysiologique qui intervient lorsque l'enfant a une perception de l'action ou un traitement de l'information sociale. Et ce que les auteurs montrent dans cette étude, c'est que cette modification du rythme mu, elle va être d'autant plus importante dans le groupe qui a été traité versus le groupe non traité, mais surtout d'autant plus importante, je ne sais pas si j'ai un pointer, mais je vais essayer de me servir, lorsque l'action ou la modalité interactive est faite par un très proche de l'enfant, un familier, nettement plus que lorsqu'elle est réalisée par quelqu'un non familier de l'enfant. Donc on imagine bien que ça sous-tend cette idée que je vous disais d'allier et la performance d'un modèle bien validé, structuré avec des professionnels, mais où l'acteur central va être le parent. Alors, ce que concluent les auteurs dans cette étude, c'est que finalement, oui, le SDM pourrait avoir une implication sur les circuits centraux qui sous-tendent la cognition sociale et la familiarité. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que le fait que l'apprentissage est fait ou que l'imitation va être amorcée par la figure parentale, c'est-à-dire la plus proche, a un impact direct sur l'apprentissage même de l'enfant. Et ça a été déjà démontré, non pas chez les enfants avec TSA, mais même dans le développement, vous le savez, classique. Alors voilà, on a un modèle type ESDM très structuré, très validé, très répliqué aujourd'hui, avec des pratiques qui ont le mérite d'être homogènes, avec des variables bien définies, avec des professionnels qui, pour le mettre en place, doivent être certifiés, donc avec une garantie de fidélité, et qui, généralement, sont menés dans des centres hospitalo-universitaires, dans des centres pilotes de recherche, mais difficilement implémentables sur les territoires, on le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité des coûts, et ce sont des modèles extrêmement coûteux, puisqu'on est en 1 pour 1. Il y a aujourd'hui encore insuffisamment de capacité de formation et de certification des professionnels. Et puis, il y a le problème de l'accessibilité. Il y a des familles qui ne pourront pas suivre ce type de modèle du fait de leur éloignement géographique du centre où ils sont pratiqués. Quoi qu'il en soit, si on réfléchit, on se dit qu'il faut qu'on aille vers un modèle plus global. Et Joaquim Fuentes, dès 2014, là je reprends ses propos, se disait, quel que soit le modèle, il faut un qualitatif dans l'accompagnement de l'enfant, un case management de chaque situation qui tienne compte de la spécificité développementale de l'enfant, des caractéristiques et de la dynamique de la famille et des caractéristiques, on l'a dit, de l'environnement. Il faut former, soutenir les parents, le coaching, les séances d'information, l'accompagnement social, et puis il faut une supervision de qualité et parfois un audit, une vision externalisée du système qui a été pensé et mis en place. Et ce, généralement, par un professionnel senior qui n'a pas seulement une aptitude et une compétence dans un domaine, un modèle précis, mais qui aura tout le champ et toute l'expertise d'années de recherche sur l'accompagnement pour pouvoir justement conseiller et mettre en place les éléments positifs cœur de plusieurs modèles. Et puis, question centrale, quel est aujourd'hui, pour cet enfant précis, le meilleur modèle qui me garantit que cet enfant va faire un maximum d'apprentissage qui pourra généraliser dans un environnement optimal et soutenant. Et comme je cite bien entendu Temple Grandin, qui centralise la problématique sur le fait, ben oui, on est face à un trouble avec une expression tellement hétérogène, avec des besoins tellement différents
pour chaque enfant qu'il faut s'interroger au plus précis, au plus près de la symptomatologie individuelle. Alors, reprenons ces modèles validés par la science. Pardon pour cette image néandertalienne, mais quoi qu'il en soit, si on veut vraiment implémenter sur les territoires, on a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de questions. On va se centrer d'abord sur le profil de l'enfant. On l'a dit, quel est le modèle le plus adapté? Alors, il commence à y avoir dans la littérature des études intéressantes qui nous guident et puis parfois qui remettent en question un petit peu tous les a priori, toutes les idées de base. Je voudrais citer aussi encore, là, pour rester dans une continuité de raisonnement, les études du Mind Institute qui ont étudié sur une population assez intéressante de 80 enfants, l'impact de deux approches, alors là pour le coup une approche ABA et puis une approche développementale, le SDM, à des fréquences, une intensité plutôt différente, 15 heures versus 25 heures. Alors, on pouvait être dans le groupe ABA, avoir 15 heures ou 25 heures, dans le groupe SDM, 15 heures, 25 heures. Le pari que faisait l'équipe, c'est que finalement, le profil de l'enfant, en termes de fonctionnement cognitif et en termes de sévérité du TSA scoré à la DOS, serait, entre parenthèses, prédicteur de la réponse à un modèle ou à un autre, à une intensité ou à une autre. Alors, réfléchissez là, et spontanément, finalement, ce qui vient, c'est de se dire, plus l'enfant a un déficit intellectuel, plus le TSA est sévère, plus j'opterai pour une stratégie comportementale pure type ABA. Et puis, dans l'autre cas, vers une stratégie ESDM. Eh bien, c'est totalement contre-intuitif. Ce qui a été montré, c'est que ni le modèle, ni l'intensité du modèle n'étaient corrélés au déficit intellectuel et à la sévérité du TSA. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante parce que ça met en évidence, je dirais, la nécessité d'avoir une approche conceptuelle distincte entre le profil d'un enfant et ce qui est prédicteur de son développement dans le futur, là où on arrivera dans son parcours de développement, versus le profil de l'enfant et ce qui est prédicteur de sa bonne réponse à un traitement donné. Et aujourd'hui, il faut sortir un petit peu de ces concepts et se dire que, non, ni les modèles, ni l'intensité, ni parfois le profil de l'enfant ne pourront être suffisamment solides pour constituer des prédicteurs intéressants. Autre élément que je voulais vous proposer, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'inclusion, qui est au centre de toutes nos préoccupations, inclure l'enfant et l'adulte dans notre champ social. Je vous propose de regarder aussi une jolie étude de Vivendi, qui là ont testé le SDM en modèle groupal. On n'est plus en 1 pour 1, on est dans quelque chose d'un peu plus faisable. Et le testing, il a été fait sur 2 groupes d'enfants. L'un dans ce que j'appellerais environnement spécialisé, classe spécialisée, crèche spécialisée. L'autre dans un environnement dit naturel, normal, dans une classe habituelle ou dans une crèche habituelle. Là, le pari était de se dire, peut-être que l'inclusion fonctionne vraiment, démontrons-le, même avec un modèle structuré comme peut l'être le SDM. Et effectivement, il n'y a pas de différence entre les 2 groupes, celui pris en charge en situation dite naturalistique et celui en classe spécialisée. Et ça, c'est quand même des données, ok, elles sont préliminaires sur des petits groupes, mais pour nous, ça ouvre des portes et c'est extrêmement dynamique et on a une pensée plutôt vers l'optimisme pour se dire on doit vraiment aller sur ces modèles inclusifs, mais en réfléchissant, encore une fois, à l'accompagnement de tel ou tel enfant et de l'environnement.
Autre question, l'implication des parents essentielle, on l'a vu, et même essentielle au niveau d'un partenariat direct du parent. Et la question est quand? Quand est-ce qu'on démarre? Logiquement, la formation des parents, elle doit faire tout de suite succession à l'annonce diagnostique. Ça fait partie de l'accompagnement au diagnostic. Mais les modèles de coaching parentaux, finalement, quand on y réfléchit, ils devraient être mis en place même avant de commencer l'intervention directe avec l'enfant. C'est-à-dire un parent qui va déjà être formé, qui va déjà être dans la stature d'un acteur direct pour aider son enfant. Enfin, grosse question, mais qui va dépendre de la réalisation d'études longitudinales au long terme. On a maintenant quelques études qui nous montrent le maintien des acquisitions des modèles très structurés type ESDM sur des timings qui sont encore des timings un petit peu courts. Donc, l'idée, c'est de suivre en longitudinal pendant plusieurs années, des décennies, comment évolue l'impact de cette interaction très complète, très intensive, mais aussi très difficile à mettre en place sur les territoires. Alors, où va-t-on en sachant tout le travail qui nous reste à mener? Je dirais peut-être qu'aujourd'hui, et on est plusieurs à aller dans cette direction, c'est penser un peu à ce que le chemin pris par nos collègues purement somaticiens, par exemple en oncologie, d'aller vers ce que l'on appelle la médecine de précision. Et la médecine de précision, elle fait ce challenge incroyable qui est de dire on va appréhender le malade au travers d'un diagnostic le plus fin possible, le plus documenté possible, et on va lui proposer un traitement au regard des spécificités ou des marqueurs biologiques individuels de cette personne, afin d'assurer que le traitement va être le plus adapté pour lui. Si on a cette approche dans l'accompagnement du TSA, il va falloir réfléchir quel est le dispositif le plus adapté pour tel ou tel enfant. En fonction des besoins de l'enfant, quelle intensité va être nécessaire. En besoin de au regard des spécificités de la dynamique familiale, arriver à s'ajuster au mieux à cette dynamique. Penser aussi en fonction de la réalité de l'environnement de cet enfant. Peut-être que je ne vais pas pouvoir mener des interactions ou un accompagnement direct, mais il faut que je m'adapte. Et puis, en fonction aussi des possibilités d'inclusion. Tous les enfants n'auront pas au même instant la même aptitude à être en milieu naturel totalement inclusif. Et c'est peut-être vers ces modèles beaucoup plus flexibles qui vont suivre les caractéristiques de l'enfant au cours du temps, mais beaucoup plus précis que nous amènerons les prochaines recherches à mettre en place. Alors, les enjeux. J'entendais Madame Claire Compagnon qui citait certains d'entre eux, mais qui sont vraiment des enjeux mis en avant par l'approche de précision. C'est d'abord bien cibler ce que l'on souhaite toucher par l'approche de précision, avoir bien sûr des mesures significatives pour avoir accès à des résultats. Et ces mesures significatives, c'est qu'au niveau de la recherche, il va falloir réfléchir sur des indicateurs et qui mesurent le changement. Mais pas seulement, aussi réfléchir sur l'identification, la mise en évidence de prédicateurs de la réponse du traitement, mais sur une vision très individuelle, en fonction des caractéristiques de l'enfant. Enfin, associé à un tel modèle, il va falloir aussi penser à la formation de ceux qui les mettront en place et de ceux qui les réaliseront, parce que là, il faut une approche beaucoup plus ouverte, pas une formation stricto sensu sur un modèle. Il faut avoir encore cette fidélité indispensable pour la validation et une certification des professionnels. Et puis, il faudrait, dans un monde idéal, mais on y viendra, inclure ces thématiques
d'approche de précision dans les programmes universitaires. Et sur le terrain, en ce qui concerne l'implémentation, il va nous falloir améliorer l'accès à l'accompagnement pour ces modèles très individualisés, donc proposer des nouvelles prestations de services et mettre à disposition des usagers, notamment des familles, tout le matériel nécessaire pour pouvoir être dans cette dynamique. Juste un exemple sur un centre, dans un territoire qui serait l'équivalent d'un département français, un peu de l'évolution de notre pensée, où nous sommes allés, je dirais, d'un modèle très structuré, très validé, mais aussi un peu fermé, vers une approche de modèle évolutif. Alors, le centre d'intervention précoce de Lausanne, qui est co-dirigé par deux professionnels de très grande expertise. Alors, je devrais dire Sabine Magnificat, dont je n'arrive pas à faire le deuil et qui est partie à la retraite, mais qui reste quand même un peu avec nous, parce que je vous ai dit l'importance, la grande importance d'une supervision externe. Et puis Chloé Peters, expérience, créativité, dynamisme pour faire avancer justement les idées dans ce domaine. Et puis toute une équipe, Isabelle Trom qui va s'occuper d'aspects dont on va parler. Et puis notre centre, il a une originalité, c'est qu'il est co-construit entre l'hospitalo-universitaire, mais aussi le monde de la pédagogie. Qui a participé à l'aventure et dont notre représentante et grande partenaire Marlène Curchot nous apporte aussi toutes ces opportunités de penser l'accompagnement pour aller vers l'inclusion scolaire et pour mettre en place cette dynamique au cours du développement. Et toute une jeune équipe aussi extrêmement compétente. Donc on est parti d'un modèle d'intervention précoce intensive, ESDM, en y incluant un modèle partenarial avec les parents, le coaching parental type PSDM, mais aussi le pacte, jusqu'à arriver à réfléchir à une dynamique d'inclusion, travailler avec un modèle beaucoup plus flexible, adapté à l'inclusion en crèche ou en maternelle. Et tout cela dans un partenariat très, très étroit, non seulement avec les familles, mais aussi avec l'environnement. C'est-à-dire travailler avec les pédiatres, travailler avec les directions des crèches, travailler, alors là c'est plus simple puisqu'on a cet accès avec le monde de la pédagogie pour être réellement efficace et mettre toutes les compétences en œuvre. Aujourd'hui, le centre, il est modélisé de façon un peu particulière. On garde ce modèle de développemental et comportemental, mais on le décline en fonction des besoins de l'enfant. Ça n'est plus 20-25 heures pour tous les enfants pris en charge sur 2 années, mais en fonction du profil particulier de l'enfant, de la réalité familiale, on va mettre en place 3 types de dispositifs, ce qu'on appelle le DIP 1, le DIP 2, le DIP 3, avec une variation qui est la variation de l'intensité de la présence groupale versus la présence en 1 pour 1. Et c'est à partir d'un niveau, je dirais, de développement ou de compétences particuliers que l'enfant peut s'extraire d'un modèle 1 pour 1 pour rejoindre un modèle mixte, séance en 1 pour 1, séance groupale, et aller vers le modèle qui finalement le prépare le plus à l'inclusion au niveau de la crèche ou de l'école, qui est le modèle groupal complet. À côté de ça, des prestations sont développées pour des enfants où le diagnostic n'a pas encore été posé, mais où on a des indicateurs qui nous inquiètent quant au développement, avec tout de même la mise en place d'un coaching, surtout je dirais, la mise en place d'un coaching dynamique pour les parents et des aides en garderie. Et puis également, je vois le temps défiler, il faut que j'aille un petit peu plus vite, la mise en place d'aides à l'inclusion scolaire, de groupes d'habilité sociale. Donc voilà, décroissance du temps 1 pour aller vers un modèle groupal. Quand même, je prendrai quelques minutes pour vous parler d'un système assez intéressant qui était mis en place antérieurement
à l'existence du centre d'intervention précoce, mais qu'on a décliné grâce à l'intervention de Marlène Curchod, qui est le module 20 heures pour les tout-petits. Donc là, ce sont des membres de l'équipe du centre d'intervention précoce, où il y a des enseignants spécialisés qui vont travailler, imaginons une inclusion en maternelle, qui vont travailler avec toute l'équipe pédagogique de la maternelle, avoir au départ une dynamique de sensibilisation au TSA, travailler sur le choix des priorités de travail, donner des objectifs, aider à l'aménagement de la classe sur des aménagements qui ne doivent pas être des aménagements majeurs si on veut une réalité de possibilité d'inclusion, et puis un accompagnement tout au cours de cette inclusion avec un référent de l'enfant et un case management. Des groupes d'habileté sociale sont proposés à ces enfants, même à ceux qui ne sont pas inclus stricto sensu dans le modèle développemental et comportemental. Et puis des groupes parents, ça on l'a dit, c'est l'accompagnement par le modèle au-delà du TSA en post-annonce diagnostique. Alors l'avenir, voilà, on pourrait l'imaginer comme ça, avec des variateurs pour chaque enfant. Quel type de modèle développemental comportemental, du groupe, de l'individuel à un moment donné, la mise en place de l'orthophonie, de la logopédie, de la psychomotricité, à quel degré, avec quelle intensité, comment je structure le temps et l'espace, etc., etc. Décliner un profil, une colorimétrie particulière pour chaque enfant. Mais ça, il va falloir, maintenant, aujourd'hui, on est dans une dynamique pour trouver des indicateurs solides qui nous permettent d'analyser en longitudinal la bonne réponse à ces traitements individuels et évidemment en analysant le tout sur des tout petits groupes au départ. Et puis, je voudrais vous présenter, je dirais en avant-première, un très très joli travail qui a été mené et développé par Chloé Peters, qui est psychologue du développement dans notre centre et qui a vraiment porté tout ce système en collaboration avec Evelyne Antonietti, qui est notre collaboratrice psychologue de recherche, mais qui également est intervenue. La réflexion centrale était comment aujourd'hui est-ce qu'on peut atteindre ces familles dites hors d'atteinte, des familles qui géographiquement sont plus éloignées, qui ne vont pas être dans la possibilité d'amener l'enfant chaque fois au centre. Comment pouvoir leur proposer cette aide tellement indispensable dès le départ dans cette période de 0-3 ans. Et là, il y a tout un système, toute une réflexion sur un modèle de e-learning qui a été créé, qui est encore à l'étude. C'est un modèle pilote qu'on est en train de proposer en testing, qui repose sur 6 modules de base obligatoires, 5 modules optionnels, des périodes de débriefing individuel, ces débriefings pouvant se faire soit par visioconférence, soit pour les parents qui peuvent en consultation directe, le tout durant sur une période d'à peu près 6-7 mois et avec un accès tout à fait contrôlé et protégé. Les modules, les voici: jouer avec mon enfant, l'amener à imiter, comprendre l'idéal, comprendre son environnement. Les modules de communication, comment communiquer avec son corps, comment communiquer avec des mots et comment favoriser la notion d'apprentissage, comment apprendre. Les modules optionnels sont vraiment du cas par cas en fonction des besoins de la famille et en fonction des difficultés de l'enfant. Donc ça peut être comment arriver à gérer les écrans, je crois que c'est quelque chose qui parle à toutes les familles, comment gérer les troubles du comportement, comment favoriser l'autonomie, comment répondre à des difficultés de sommeil ou à des difficultés d'alimentation. Donc voilà un petit peu l'organisation de ce modèle, vous voyez, sur une période de 7 mois, avec tout de même prévu un follow-up des familles. Les familles ont également accès à des aides, des fiches, des modèles, pour pouvoir, des arbres décisionnels, pour pouvoir orienter leur stratégie d'approche de leur enfant au sein de la famille. Alors, je vais tenter, Chloé, de montrer tout le travail qui a été fait. Si cela fonctionne.
Waouh, merveilleux. Alors, toute la première partie sur ce module, en fonction du module ciblé, pardon, sur ce modèle, va être une partie un petit peu plus théorique ou d'apprentissage du parent, des concepts qui vont être abordés. Alors, on va par exemple choisir le concept « Comment les enfants apprennent à communiquer avec leur corps » et ce, pour un développement classique. Alors, on a des petites vignettes qui s'allument parce qu'on a essayé de rendre, enfin, on a essayé, l'équipe, vraiment, je leur rends la grâce de cette conception, a essayé de rendre le modèle un petit peu plus vivant et accessible aux parents. Donc voilà, plein de petites vignettes qui expliquent comment communique l'enfant avec un développement classique, comment ça se développe au cours de la vie, toujours nos petites vignettes particulières. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est dans l'autisme, avec toujours des explications. Puis je vais essayer d'arriver un peu plus rapidement sur la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux choisir, mais je me demande si je ne me suis pas trompée. Bon, ben si, je me suis trompée de modèle. Hop. J'arrive, parce que j'aimerais bien vous montrer. Alors, des petits quiz, des petits éléments d'aller-retour entre les professionnels et la famille. Et puis, je cherche les vidéos, mais voilà, je ne sais plus où sont les vidéos. Peut-être là. Je sais que je ne sais pas. Ah, voilà, ça doit être là. Même pas, mais c'est pas grave. Donc il y a des petites vidéos aussi qui montrent très clairement, je suis au bout de mon timing, donc je vais vite, comment on favorise l'émergence d'une demande, comment on favorise l'attention conjointe. Et puis il y a tout un programme défini avec des outils spécifiques qui aident le parent, voilà, à favoriser telle ou telle acquisition. Donc aujourd'hui, ça nous semble être un modèle qu'il va falloir tester, valider, pour voir si on peut le proposer aussi à ces familles dites en difficulté pour accéder à des modèles plus présentiels et, je dirais, plus chronophages. Voilà ce que je voulais vous présenter, si j'arrive à sortir de... Je voulais vraiment remercier l'ensemble des familles et puis des enfants qui nous font confiance et qui partent un peu dans cette aventure qui est d'aller vers les modèles les plus évolutifs possibles. Un grand merci à cette équipe ultra dynamique et très inventive. C'est un bonheur vraiment de travailler avec eux et avec elles. Et puis, merci beaucoup de votre écoute, même si je sens que j'ai été un peu longue. Merci. Merci beaucoup, Nadia, pour cette très belle conférence avec toujours justement ce don de la communication que tu as nous expliqué, des choses très compliquées finalement de façon très simple, et puis de remettre au cœur de la question cette clinique du développement. Alors, Sandrine me dit qu'elle préfère justement qu'on groupe les interventions, voilà, et qu'on fasse les interventions, les questions après. Donc, je te propose de me rejoindre peut-être, Nadia, non? Viens avec moi si tu veux.